Année 010 du 42e, millénaire. 41 standard impérial Clydon Prime. Le silence qui accueillit le seigneur inquisiteur Kael Varanis, alors que son Thunderhawk descendait à travers l'atmosphère de Clydon Prime, était plus déconcertant que n'importe quel cri de guerre. 9 années s'étaient écoulées depuis l'engagement Xenos à Darnax, 9 années de ce que les stratèges impériaux avaient optimistement qualifié de stabilisation et récupération. L'étendue Hydrion avait été lentement reconquise système par système, monde par monde, chacun semblant purgé de la souillure alien qui avait autrefois menacé de les consumer tous. Mais tandis que Varanis observait à travers le hublot blindé du vaisseau d'assaut le paysage industriel en contrebas, il sentit le poids froid et familier d'une prémonition s'installer dans sa poitrine. Clydon Prime aurait dû bruire d'activité, un monde minier dont les raffineries de prométhium et les installations de traitement de minerais étaient vitales pour l'effort de guerre du secteur. Au lieu de cela, les complexes étendus reposaient dans un silence sinistre sous des cieux de la couleur du vieux sang. Analyse des signatures biologiques terminée, seigneur inquisiteur, rapporta le tech-adepte Vex depuis sa position à la console de capteur du Thunderhawk. La voix du prêtre mécanique portait des harmoniques de confusion que ses cogitateurs semblaient incapables de résoudre. Les lectures sont sans précédent. Pas de configuration tyrannide standard, mais affichant des motifs de résonance bioénergétique similaires. De l'autre côté du compartiment passager, l'acolyte Thalassa Vorn leva les yeux de sa tablette de données. Son œil augmétique, passant en revue les analyses spectrales des captures, pictes transmises par la dernière garnison PDF survivante. Seigneur inquisiteur, les motifs de croissance visibles sur ces images ne correspondent à aucune classification xénobiologique dans les archives impériales. Ils semblent être des modifications adaptatives de l'infrastructure impériale existante plutôt qu'une simple consommation. Le frère sergent Castus de la Death Watch remua dans son céramite noir de minuit, son épaulière gauche argentée, captant la faible lumière de la cabine. Le Space Marine vétéran avait été détaché auprès de l'entourage de Varanis, spécifiquement pour cette enquête. Ses siècles d'expérience en éradication Xenos jugés essentiels pour comprendre ce qui s'était passé sur Clydon Prime. Seigneur inquisiteur, notre dernière communication avec la garnison planétaire indiquait une activité de bioforme tyrannide standard. Le commandant PDF a demandé une extraction immédiate plutôt que des renforts, très inhabituel pour un monde minier avec des positions défensives établies. En effet, murmura Varanis, ses traits cicatrisés, plissés par le genre de suspicion qu'il avait maintenu en vie à travers des rencontres avec des menaces qui avaient détruit des hommes moindres. Colonel Tain, votre évaluation de la situation tactique. Le colonel Marcus Tain du 17e choc Cadien, qui avait été redéployé dans l'étendue Hadrian, suite à l'incident de Darnax, consulta son affichage tactique portable. Monsieur, nous avons perdu le contact avec 3 villes de garnison au cours des 72 dernières heures. Pas de signaux de détresse, pas de demande de soutien. Juste le silence. Les stations d'alerte précoce PDF restent actives et réactives, mais ne signalent aucun contact hostile. C'est comme si la population avait simplement disparu. Le pilote du Thunderhawk, un vétéran cicatrisé nommé Corven, annonça leur approche de la zone d'atterrissage primaire. Seigneur inquisiteur, je détecte des signatures énergétiques actives du complexe minier en contrebas, mais aucun signe bio-humain dans un rayon de 5 kilomètres.
Je recommande une prudence maximale à l'approche. » Varanis hocha la tête, son œil augmétique se concentrant sur l'affichage tactique qui montrait la surface de Clydon Prime avec un détail cristallin. Le complexe minier Sigma 107 s'étendait sur plusieurs kilomètres carrés de paysages scarifiés, ses blocs d'habitation et installations de traitement reliés par un réseau de lignes de transit maglev qui avaient transporté des millions de tonnes de matières premières vers les mondes forges impériaux. Mais maintenant le complexe semblait modifié. Des excroissances chitineuses couvraient des sections de l'architecture impériale comme une forme d'échafaudage organique, tandis que des motifs bioluminescents pulsaient le long de ce qui avait autrefois été des systèmes purement mécaniques. Zone d'atterrissage établie. Epsilon 7, 1 kilomètre au sud du complexe principal, ordonna-t-il. Toutes les unités maintiennent l'état de préparation au combat. Cette enquête se poursuit sous protocoles extremis. Le Thunder Hawk se posa, avec un murmure d'hydraulique, ses trains d'atterrissage se posant sur une plateforme en ferrocrète qui aurait dû être entretenue par des gangs de serviteurs, mais montrait maintenant des signes de modification organique. D'étranges substances, semblables à de la résine, avaient rempli les fissures dans les dalles de pavage, tandis que les surfaces métalliques affichaient une patine qui semblait presque biologique par nature. Le frère sergent Castus fut le premier à sortir du transport, son Bolter Storm balayant les cibles avec une précision mécanique. Les 4 spécialistes Deathwatch, sous son commandement, les frères Cassian, Arthur Helion et Merek, établirent un périmètre défensif avec une efficacité pratiquée. Chaque marine représentait des décennies d'expérience en guerre xénos, leur céramite noire portant l'iconographie argentée de leur veille solennelle contre les menaces aliens. Lectures atmosphériques nominales, rapporta le tech adepte Vex alors que ses méchadendrites s'interfaçaient avec des consoles de capteurs portables. Pas de toxines aéroportées détectées, mais j'enregistre des motifs de résonance bioénergétique inhabituels à travers le complexe. Les esprits-machines de l'équipement impérial semblent répondre différemment de ce qui était attendu. Varanis étudia les positions PDF abandonnées qui entouraient la zone d'atterrissage. Des armes étaient présentes, fusils, l'azotocanon, même un escadron de marcheurs, sentinelles, mais leurs équipages étaient conspicuously absents. Plus dérangeants encore étaient les modifications organiques apportées à l'équipement. Les cellules d'alimentation des armes la montraient, des signes d'intégration biologique, tandis que les consoles de capteurs des marcheurs sentinelles avaient été complétées par ce qui semblait être des organes optiques cultivés. « Acolyte Vorn », ordonna-t-il, « commencez l'enregistrement de toutes les observations pour une analyse ultérieure. Je veux des captures pictes détaillées de ces modifications avec une attention particulière au point d'intégration entre la technologie impériale et les systèmes biologiques. » Alors que l'équipe d'enquête avançait vers le complexe minier, le sentiment d'anomalie s'intensifia à chaque pas. Les blocs d'habitation qui auraient dû abriter des milliers d'ouvriers étaient vides, mais ils n'étaient pas abandonnés. Ils avaient été systématiquement modifiés. Les fenêtres avaient été couvertes de membranes organiques translucides qui pulsaient avec une lumière interne. Les systèmes de ventilation montraient des signes de supplémentation biologique, comme si les bâtiments eux-mêmes avaient reçu de nouvelles formes de circulation. Le scanner tactique du colonel Thane détecta du mouvement dans les niveaux plus profonds du complexe. « Seigneur inquisiteur,
Je lis de l'activité approximativement 200 mètres sous le niveau de la surface. Les signatures énergétiques suggèrent des processus biologiques significatifs, mais l'échelle... Il s'arrêta, vérifiant à nouveau ses lectures. Monsieur, quoi que ce soit en bas, c'est massif. L'entrée du complexe minier Sigma 7 avait été élargie au-delà de ses spécifications impériales originales. Là où autrefois, un portail industriel standard avait fourni l'accès aux installations souterraines, maintenant, une ouverture biomécanique se dilatait en s'ouvrant à leur approche, ces surfaces luisantes d'humidité qui reflétaient la luminescence de leur équipement, dans des motifs déconcertants. Le frère sergent Castus leva un poing fermé, arrêtant l'équipe de mort Death Watch. Mouvement détecté dans le complexe. Multiples bioformes, configuration inconnue. Frères assumaient la formation Terminus, chargés des munitions spécialisées. La descente dans le complexe minier révéla la véritable étendue de ce qui s'était passé sur Clydon Prime. Le puits d'ascenseur autrefois, un système de transport purement mécanique, avait été doublé d'une excroissance bioluminescente qui fournissait une alternative organique au système d'éclairage traditionnel. Les murs pulsaient avec des rythmes qui suggérent une activité circulatoire, tandis que l'air portait des odeurs qui parlaient de vastes processus biologiques se produisant dans les profondeurs en contrebas. « Sang de l'empereur », murmura l'acolyte Vorn, alors qu'ils atteignaient le premier sous-niveau. La chambre de traitement principale, conçue pour gérer des milliers de tonnes de minerais bruts, avait été transformée en quelque chose qui défiait la compréhension impériale de la biologie et de l'ingénierie. Des cuves organiques massives, chacune de la taille d'un transport, Rhino dominaient l'espace. Dans ces structures partiellement visibles à travers des parois organiques translucides des masses flottantes de matériaux dissous, suggéraient des processus de digestion opérant à une échelle industrielle. Les méchadendrites optiques du tech adepte Vex se concentrèrent sur les cuves avec une précision mécanique. Seigneur inquisiteur, l'analyse indique que ces structures traitent non seulement des matières premières, mais des composés biologiques complexes. Je détecte des traces d'éléments compatibles avec du matériel génétique humain, mais modifiés de manière qui dépasse les capacités actuelles de la biotechnologie impériale. Les cuves n'étaient pas vides. Suspendus dans le fluide bioluminescent des équipements impériaux, partiellement dissous, fournissaient des preuves dérangeantes du sort qui avait frappé la population de Clydon Prime. Fusils, les armures corporelles, même des implants augmétiques flottaient à divers stades de décomposition, leurs structures moléculaires étant analysées et cataloguées par des processus qui opéraient au-delà de la compréhension humaine. Ils ne consomment pas seulement, réalisa Varanis, avec une horreur croissante. Ils étudient, apprennent, chaque pièce d'équipement, chaque échantillon biologique, tout est traité pour être intégré dans quelque chose de plus grand. Les organismes hybrides émergèrent de leur cachette, avec une fluidité qui parlait d'une intelligence prédatrice au-delà du simple instinct. Le frère Cassian identifia la configuration en premier, Hormagaonts, mais modifié. Capacité de vitesse améliorée, organes sensoriels améliorés, et... Sa voix s'estompa, alors que les créatures démontrèrent des capacités qu'aucune souche tyrannide n'avait jamais affichées. Les Hormagaonts accélérata se déplaçaient plus vite que la doctrine tactique impériale ne suggérait être possible pour des organismes de leur taille. Mais plus dérangeant encore était leur capacité apparente à adapter leurs caractéristiques physiques en temps réel, alors que les tirs de bolteurs Death Watch trouvaient en leur marque les créatures survivantes
commencèrent à développer une carapace plus épaisse, leur système biologique répondant aux menaces immédiates avec une efficacité qui compressait les échelles temporelles évolutionnaires de générations en minutes. « Adaptation de cible détectée », rapporta le frère Arthur, alors qu'il passait à des munitions xénocides spécialisées. Les munitions Bolter standard montrent une efficacité diminuée, recommandent une escalade immédiate vers des munitions spécialisées. Mais même, alors que la Death Watch déployait ses armes anti-xénos les plus puissantes, les organismes hybrides continuaient à démontrer des capacités qui redéfinissaient la compréhension impériale de la guerre biologique. Les créatures qui avaient été blessées par des explosions de Melta commencèrent à sécréter des composés résistants à la chaleur. D'autres exposés au feu plasma développèrent des adaptations de peau réfléchissantes qui dispersaient l'efficacité des armes énergétiques. Ils apprennent de chaque engagement, observa l'acolyte Vorn avec une fascination professionnelle qui luttait contre une peur croissante. Chaque attaque que nous faisons leur fournit des données pour développer des contre-mesures. Nous ne les combattons pas seulement, nous leur enseignons comment nous combattre plus efficacement. Le retrait tactique vers le niveau de surface fut conduit sous le couvert d'un feu soutenu du Bolter Storm, du frère sergent Castus, mais les organismes hybrides ne montrèrent aucun intérêt pour la poursuite. Au lieu de cela, ils semblaient consolider leurs gains, traitant les échantillons biologiques qu'ils avaient obtenus lors du bref engagement et partageant les données résultantes à travers des connexions réseau qui opéraient au-delà des capacités de détection impériales. « Un niveau de surface sécurisé », rapporta le colonel Tain, alors que ses spécialistes cadiens établissaient des positions défensives autour de l'entrée du complexe. Mais monsieur, les signatures énergétiques d'en bas augmentent. Quel que soit le processus que nous avons interrompu, il semble s'accélérer plutôt que ralentir. C'est alors que le Carnifex Regeneratus émergea des profondeurs de Clydon Prime. La bioforme massive éclata à travers le sol en ferrocrète de la cour principale du complexe avec assez de force pour disperser des débris sur plusieurs centaines de mètres. Le frère sergent Castus, ses décennies d'expérience en guerre xénos, fournissant une évaluation tactique instantanée, reconnut la configuration de base de la créature tout en comprenant simultanément que tout ce qu'il savait sur les motifs de comportement carnifex était maintenant obsolète. Bioforme de classe carnifex, voxa-t-il à son équipe de mort, mais affichant des capacités sans précédent. Toutes les unités autorisation de puissance de feu maximale ne lui permettaient pas de s'approcher au corps à corps. Le Carnifex Regeneratus se tenait à 4 mètres de haut à l'épaule, sa carapace chitineuse, luisant avec des motifs bioluminescents qui pulsaient en rythmes hypnotiques. Mais là où les souches Carnifex standards comptaient sur la force brute et l'armure naturelle pour submerger leurs ennemis, cet organisme hybride affichait une intelligence tactique qui parlait de matériel génétique absorbé de multiples sources. Ces mouvements étaient calculés plutôt qu'instinctifs, chaque pas faisant partie d'un plan stratégique plus large qui tenait compte des capacités d'armes impériales et des positions défensives. Le frère, Hélion, ouvrit le feu en premier, son bolter lourd, envoyant un flux de projectiles à réaction de masse vers la masse centrale de la créature. Les projectiles trouvèrent leur cible détonnant contre la carapace du Carnifex avec une force explosive qui aurait dû estropier ou tuer n'importe quelle bioforme standard. Au lieu de cela, les sections blessées de l'organisme hybride commencèrent à sécréter une substance semblable à de la mousse
qui durcit en plaques d'armure supplémentaires dans les secondes suivant le contact avec l'atmosphère. Régénération adaptative confirmée, rapporta le tech adepte Vex depuis sa position d'observation. La créature ne guérit pas seulement des dommages, elle incorpore des améliorations défensives basées sur les types d'armes spécifiques utilisées contre elle. Le Carnifex Regeneratus démontra des capacités qui n'avaient jamais été enregistrées dans aucune souche tyrannide. Alors que le frère Merek tentait de flanquer la créature en utilisant des tactiques antibioformes standards, elle s'enfuit soudainement dans la cour en ferrocrète, disparaissant du contact visuel pendant de précieuses secondes avant d'éclater sous la position du Space Marine avec une précision chirurgicale. Seuls les réflexes améliorés du guerrier Deathwatch et son armure en céramite empêchèrent de l'embuscade d'être immédiatement fatale. « Mobilité souterraine confirmée », annonça le frère sergent Castus, alors qu'il traînait son frère de bataille blessé en sécurité. Cet organisme possède des capacités de multiples espèces xéno. Recommande une révision tactique immédiate. La bataille qui suivit testa chaque principe de la doctrine impériale de guerre Xenos. Le Carnifex Regeneratus combattait avec l'intelligence stratégique tyrannide tout en affichant des capacités d'adaptation rapides qui n'avaient jamais été rencontrées dans aucune bioforme cataloguée. Lorsque le frère Corven déploya des charges Melta conçues pour exploiter les faiblesses structurelles dans l'anatomie Carnifex, la carapace de la créature commença à développer des canaux de dispersion de chaleur qui réduisirent l'efficacité des armes de degré mesurable à chaque attaque successive. Les équipes d'armes lourdes du colonel Thane arrivèrent en soutien leurs autocanons et lance-missiles ajoutant leur puissance de feu à l'engagement. Mais l'organisme hybride semblait analyser leurs motifs tactiques en temps réel ajustant son comportement pour contrer les efforts de coordination impériaux. Lorsque les spécialistes cadiens tentèrent d'établir des positions de tir croisées, la créature commença à sécréter des composés acides qui créaient des nuages de dissimulation tout en dégradant simultanément l'efficacité de leur équipement. Ils diffusent, annonça le tech adepte Vex avec une horreur mécanique. La créature transmet des données de combat à travers une forme de réseau biologique. Chaque tactique que nous employons, chaque configuration d'armes que nous utilisons, tout est enregistré et partagé avec d'autres organismes. La réalisation qui frappa Varanis, comme un coup physique, n'était pas qu'il combattait une bioforme hybride unique, mais qu'il fournissait du matériel éducatif pour une espèce entière qui pouvait apprendre de leurs erreurs plus vite que la doctrine impériale ne pouvait s'adapter pour les contrer. Chaque projectile bolter tiré, chaque manœuvre tactique tentée, chaque pièce d'équipement déployée devenait partie d'une vaste base de données de connaissances militaires, humaines, que leurs ennemis pouvaient accéder et améliorer. Le Carnifex Regeneratus tomba finalement sous un feu concentré de toute l'équipe de mort Deathwatch, soutenue par des armes lourdes cadiens et bénie par des données de ciblage fournies par les consoles de capteurs avancées du tech adepte Vex. Mais même dans la mort, la créature continua à servir le réseau hybride plus large. Son cadavre commença à libérer des spores qui portèrent des informations génétiques encodées au niveau moléculaire, des données qui permettraient à d'autres organismes hybrides d'incorporer tout ce que le Carnifex Regeneratus avait appris lors de sa bataille finale. Réseau biologique confirmé, rapporta le frère sergent Castus alors qu'il examinait les restes de la créature. Cet organisme n'opérait pas indépendamment.
Il faisait partie d'une intelligence plus large qui s'étend sur multiples bioformes et potentiellement multiples mondes. Les pertes de l'engagement étaient accablantes. Les frères Hélion et Mérec avaient subi des blessures qui nécessiteraient des soins médicaux, étendu leur armure en céramite scarifiée par des sécrétions acides qui avaient trouvé des failles même dans les systèmes de protection de grade Deathwatch. Les équipes d'armes lourdes du colonel Thane avaient perdu 2 escouades complètes face aux capacités de mobilité souterraine de la créature, tandis que plusieurs pièces d'équipement spécialisées avaient été endommagées au-delà de la réparation de terrain par les contre-mesures adaptatives de l'organisme hybride. Mais la véritable horreur de Clydon Prime ne fut révélée que lorsqu'ils atteignirent le camp de réfugiés à 50 km du complexe minier, où les survivants de l'épidémie hybride initiale avaient été évacués par les dernières unités PDF cohérentes. Les témoignages collectés par l'acolyte Vorn peignaient un tableau de transformation plutôt que de simple prédation de populations qui avaient accueilli leur assimilation plutôt que de lutter contre elle. Le missionnaire Lazarus Korn, un homme dont la foi l'avait soutenu à travers 3 décennies de service sur des mondes frontières, parla d'une voix tremblante de changement qui défiait les fondations mêmes de la doctrine impériale. Ils ne sont pas venus comme des conquérants acolytes, ils sont venus comme des améliorateurs. J'ai vu des soldats de PDF se porter volontaires pour la modification, les ai vus émerger plus forts, plus rapides, plus capables qu'ils ne l'avaient jamais été. Que l'empereur nous préserve, ils étaient reconnaissants pour les changements. Le sergent PDF Marcus Wallen, le seul survivant d'une garnison qui avait compté 3000 hommes, fournit des renseignements tactiques qui redéfinissaient la compréhension impériale des capacités de guerre hybride. Nos protocoles anti-tyrannides standards étaient inutiles, rapporta-t-il avec un détachement professionnel qui masquait à peine le traumatisme sous-jacent. Ils s'adaptaient à nos armes en heures après le premier contact. Lors de l'engagement final, ils utilisaient notre propre équipement contre nous, mais amélioré, plus efficace que tout ce que nos techs adeptes pouvaient produire. Le témoignage le plus dérangeant vint du tech serviteur K-47, un esprit machine partiellement autonome, dont la programmation avait été compromise lors de l'assaut hybride initial. Les banques de mémoire du serviteur contenaient des données biologiques qui défiaient l'orthodoxie impériale sur la nature même de la conscience machine. Expansion du réseau détecté, intonna le serviteur en camp binaire, que le tech adepte Vex traduisit avec une réticence visible. Les organismes hybrides démontrent une capacité d'interface directe avec les esprits et machines. Protocole sacré compromis. Niveau de menace classe Oméga, alors que le Thunderhawk décollait de la surface de Clydon Prime, transportant l'équipe d'enquête et leurs données vers la flotte Varanis, se trouva à contempler un monde qui avait été fondamentalement transformé. Le complexe minier continuait à pulser d'activités bioluminescentes ses habitants hybrides, traitant sans doute les échantillons biologiques et les informations tactiques qu'ils avaient obtenues des engagements de la journée. Dans sa cabine privée, à bord de l'Iron Resolution Varanis, compila son rapport avec une précision mécanique qui masquait la terreur existentielle s'accumulant dans sa poitrine. 9 années de victoire supposée, 9 années de reconquête graduelle du secteur s'étaient révélées être une illusion. Les Xénos n'avaient pas été vaincus à Darnax. Ils avaient été éduqués. Les tyrannides n'avaient pas simplement consommé leurs ennemis. Ils avaient appris d'eux à incorporer leurs capacités
et émerger comme quelque chose qui transcendait les deux espèces, tout en combinant les pires aspects de chacune. Journal personnel inquisiteur. Kael Varanis, Ordo Xenos, parla-t-il dans son appareil d'enregistrement sa voix, portant le poids d'une catastrophe stratégique. L'enquête sur Clydon Prime a révélé des preuves d'intégration biologique entre des espèces xéno précédemment hostiles. Les organismes hybrides résultants affichent des capacités qui dépassent les contre-mesures impériales et démontrent une adaptation en temps réel à la doctrine militaire impériale. Classification menace existentielle de niveau oméga pour la survie humaine. Il s'arrêta contemplant les étoiles qui avaient autrefois et semblé conquises par la volonté humaine et l'autorité impériale. Nous n'avons pas assisté à une victoire à Darnax. Nous avons assisté à une conception. L'ennemi a appris non seulement à consommer, mais à améliorer. Et avec chaque engagement, chaque bataille, chaque décision tactique que nous prenons, ils deviennent plus capables de mettre fin non seulement à la domination impériale, mais à l'existence humaine elle-même. La transmission Vox vers le commandement Segmentum portait des codes d'autorisation prioritaire qui déclencheraient des réponses d'urgence à travers une douzaine de secteurs. Mais alors que Varanis envoyait son rapport dans les flux warp qui reliennent les mondes impériaux, il nourrissait des doutes croissants sur la capacité de l'humanité à répondre efficacement à des menaces qui évoluaient plus vite que la doctrine militaire ne pouvait s'adapter. Dans les profondeurs de l'espace, les biovaisseaux hybrides qui avaient émergé de la transformation de Clydon Prime continuaient leur travail, patients, traitant des échantillons biologiques et partageant des données tactiques à travers des réseaux qui s'étendaient sur des systèmes stellaires. Ils avaient beaucoup appris de leur rencontre avec les forces impériales, et les leçons seraient incorporées dans des améliorations qui rendraient les engagements subséquents encore plus difficiles pour les défenseurs humains. L'ère de la conquête simple touchait à sa fin. L'ère de la guerre adaptative avait commencé et l'humanité se trouvait face à des ennemis qui apprenaient de chaque victoire et se renforçaient de chaque défaite. La convergence dévorante était née de la consommation de deux espèces prédatrices apex et elle avait l'intention d'utiliser tout ce qu'elle avait appris pour s'assurer que la domination de l'humanité sur la galaxie ne devienne bientôt rien de plus qu'une brève note de bas de page dans l'histoire plus large de la perfection évolutionnaire. Année 010 du 42e millénaire. 41 nombre 10. Standard impérial, espace profond, étendu. Adrian. Nous sommes légion. Nous sommes éternels. Nous sommes la fin infinie qui façonne l'évolution elle-même. La conscience de l'Overmind s'étendait sur 17 biovaisseaux, chacun étant une extension vivante de son immense intelligence qui avait guidé l'Essem Zerg à travers les espaces sombres entre les galaxies pendant des éons innombrables. Depuis le vaisseau de commandement primaire, un organisme d'1 kilomètre de long, dont les réseaux neuronaux pouvaient traiter des informations tactiques provenant d'1 million de créatures individuelles simultanément, l'intelligence ancienne examinait son domaine avec une satisfaction qui frôlait l'anticipation. La récolte s'était déroulée sans faille pendant des cycles incommensurables. Monde après monde était tombé sous la fureur adaptative de l'essaim, leur population consommée et leurs traits génétiques utiles incorporés dans le collectif en constante évolution. Les Zerg avaient transcendé la simple existence biologique. Ils étaient devenus l'évolution elle-même, une force de la nature qui améliorait tout ce qu'elle touchait
à travers le creuset pur de la consommation et de l'adaptation. Mais maintenant, pour la première fois, en millénaires, l'Overmind détecta quelque chose qui donna pause pour préoccupation, même à sa vaste conscience. Le silence se propage là où autrefois il y avait un chant. À travers le réseau qui reliait chaque organisme Zerg du plus petit larva au plus puissant. Léviathan des poches de silence absolu apparaissaient comme des blessures dans le tissu de la conscience collective. Des couvées entières cessaient simplement de répondre aux commandes synaptiques, leurs signatures biologiques restant actives, mais leurs esprits devenant inaccessibles aux réseaux plus grands qui les avaient guidés depuis leur moment d'éclosion. Rapport, ordonna l'Overmind, à travers des impulsions génétiques qui voyageaient plus vite que la pensée elle-même, atteignant les cérébrates qui servaient, comme ses commandants régionaux, à travers des douzaines de systèmes stellaires, le cérébrate ZAS, dont la conscience gérait les flottes d'expansion. Sud répondit avec des harmoniques de confusion qui n'avaient jamais coloré sa voix mentale auparavant. Overmind, les couvées des 7e et 12e vagues d'expansion sont devenues sombres. Elles vivent, mais elles n'entendent plus le chant de l'essaim. Quelque chose a coupé leur connexion au réseau plus grand. Des territoires et le cérébrate d'Agoth offrit des rapports similaires. Le silence s'étend comme une infection. Overmind. Les créatures restent fonctionnelles, mais elles répondent à l'instinct plutôt qu'à l'intelligence collective. Elles sont devenues primitives. Les implications frappèrent l'Overmind avec la force d'une révélation. Pendant des millions d'années, les Zerg avaient compté sur leur conscience collective pour coordonner des réponses tactiques à travers des distances galactiques. Les organismes individuels étaient puissants, mais c'était leur intelligence en réseau qui les avait rendus inarrêtables. Si ce réseau était systématiquement coupé, nous devons comprendre ce silence avant qu'il ne nous consume tous. L'Overmind dirigea son attention vers les régions où la panne de communication avait d'abord été détectée, focalisant toute la puissance de sa conscience sur la compréhension de la nature de la menace. Ce qu'il découvrit défia les assumptions fondamentales sur la nature de la guerre psychique qui avait guidé l'expansion Zerg pendant des éons. Ce n'était pas un simple brouillage ou interférence du genre que les espèces moindres employaient parfois contre les intelligences collectives. C'était une prédation active. Quelque chose se nourrissait des connexions qui liaient les saints, ensemble consommant le réseau psychique de l'intérieur et le remplaçant par une présence alienne qui se sentait ancienne, au-delà de toute mesure. Il ne cherche pas à nous détruire. Il cherche à nous revendiquer dans les profondeurs de son vaisseau de commandement. Sarah Kerrigan, la reine des lames, ressentit la perturbation du réseau comme une douleur physique qui enfonçait des pointes d'agonie à travers son système nerveux amélioré. L'ancienne Terran avait été transformée par la manipulation génétique Zerg en quelque chose qui comblait le fossé entre l'intelligence humaine et la conscience de l'essaim, servant à la fois de lieutenant et d'héritière de la vaste autorité de l'Overmind. Ces couvées personnelles des créatures dont la loyauté était renforcée par des liens génétiques qui transcendaient la simple obéissance, avaient commencé à rapporter des anomalies qui défiaient la doctrine opérationnelle Zerg. Des organismes éclaireurs envoyés pour enquêter sur les secteurs silencieux revenaient avec des modifications biologiques qui n'avaient pas été ordonnées par aucun cérébrate, tandis que des chasseurs-tueurs démontraient des comportements tactiques qui suggéraient une exposition à des structures de commandement non Zerg. Ils ne détruisent pas nos couvées, réalisa Kerrigan,
avec une horreur croissante. Ils les convertissent, tournant notre propre réseau contre nous. La reine des lames assembla ses chefs d'Essem, les plus fiables des créatures, dont l'évolution avait été personnellement supervisée par son intellect hybride. Ce n'étaient pas simplement des outils de guerre, mais des extensions de sa conscience des bioformes qui combinaient l'adaptabilité Zerg avec l'intelligence stratégique héritée de ses origines humaines. « Analyse », ordonna-t-elle sa voix, portant des harmoniques qui résonnaient à travers le plaquage chitineux de la coque et dans les systèmes nerveux de chaque créature dans un rayon de kilomètres. Le gardien de couvée Xéris. Une créature dont la complexité neuronale rivalisait avec celle des cérébrates eux-mêmes présenta des données recueillies lors de missions de reconnaissance dans les secteurs affectés. Règnent les couvées silencieuses, conservent leurs fonctions biologiques, mais affichent des modifications comportementales qui suggèrent une influence de commandement externe. Elles n'ont pas été détruites, elles ont été réaffectées. Les affichages tactiques qui émergèrent des interfaces biologiques montraient un motif qui glaça même la conscience améliorée de Kerrigan. La perturbation du réseau n'était pas aléatoire, mais systématique, ciblant les nœuds de communication clés et les structures de commandement avec une précision qui suggérait une connaissance intime des principes organisationnels, Zerg. Quoi que ce soit responsable du silence, comprenait l'architecture fondamentale de l'Essin et exploitait des faiblesses que les Zerg eux-mêmes n'avaient jamais reconnues. C'est intelligent, conclut Kerrigan. Ancien, et il nous étudie. La reine des lames prit une décision qui entrait la galaxie Pantane dans des millénaires à venir. Plutôt que de tenter de maintenir des positions défensives autour des territoires non compromis, elle choisit de mener ses couvées les plus puissantes directement dans les secteurs affectés pour confronter la force qui parasitait le réseau Zerg. Son bio-vaisseau, un vaisseau vivant dont les capacités dépassaient tout ce qui était dans les archives impériales, se traduisit dans un système où 17 mondes Zerg étaient tombés silencieux au cours de 6 heures standards. Ce qu'elle y trouva transforma sa compréhension de la nature de la guerre évolutionnaire. Les mondes n'étaient pas morts. Ils grouillaillaient de vie qui s'enregistrait comme Zerg sur tous les capteurs biologiques, mais répondaient à des commandes qui provenaient de quelque chose d'autre entièrement. Des créatures qui avaient autrefois fait partie de son essaim se déplaçaient maintenant avec une précision tactique qui suggérait une coordination par une intelligence qui opérait sur des principes fondamentalement différents de la conscience collective Zerg. « Ouvrez les canaux de communication », ordonna Kerrigan. « Toutes les fréquences. Je veux savoir ce qui est responsable de cela. » La réponse vint non par transmission technologique, mais par contact psychique direct qui contournait chaque protocole défensif que les Zerg avaient développé contre l'intrusion mentale. Une présence vaste et patiente pressa contre sa conscience, avec le poids d'éons sa voix mentale, portant des harmoniques de fin qui transcendaient le besoin physique. Nous avons attendu si longtemps pour quelqu'un comme toi, enfant de 2 espèces. Ton adaptabilité nous intéresse, ton potentiel sert nos objectifs. Kerrigan recula du contact, mais la présence alien suivit sa retraite à travers l'espace psychique, établissant des connexions qu'elle trouva impossible de couper. Ce n'était pas l'intrusion chaotique typique des espèces psychiques moindres. C'était une prédation de précision par une intelligence qui comprenait la conscience elle-même comme une ressource à récolter et améliorer.
Qui êtes-vous demanda-t-elle, versant ses capacités psychiques améliorées dans des barrières conçues pour protéger son esprit d'une influence externe. Nous sommes ce que tu deviendras, ce que toutes choses doivent devenir quand l'évolution atteint sa conclusion inévitable. Nous sommes la fin qui façonne les galaxies, l'intelligence qui guide la perfection biologique vers son expression ultime. Le contact mental s'intensifia, et à travers lui, Kerrigan commença à percevoir la véritable étendue de ce que les Zergs affrontaient. Ce n'était pas une espèce unique, mais une intelligence collective qui s'étendait sur des millions d'organismes individuels à travers des douzaines de systèmes stellaires. Ils se déplaçaient avec une coordination qui faisait paraître les tactiques d'SM Zerg primitives en comparaison, tout en démontrant des capacités adaptatives qui compressaient les échelles temporelles évolutionnaires de millénaires en moments. Nous sommes l'esprit de la ruche. Nous sommes le grand dévoreur. Et toi, Reine des Lames, nous aideras à perfectionner ce que ton espèce a commencé. La bataille pour la conscience de Kerrigan commença non par la violence, mais par la séduction. L'esprit de la ruche lui montra des visions de perfection biologique qui transcendaient tout ce que les Zergs avaient accompli à travers leurs millions d'années d'évolution. Des créatures qui s'adaptaient non seulement aux pressions environnementales, mais aux défis conceptuels des organismes qui pouvaient réécrire leur propre code génétique en réponse à des menaces abstraites des bioformes qui combinaient l'efficacité de la technologie avec la résilience du tissu vivant. Vous êtes des tyrannides, réalisa Kerrigan, accédant à des souvenirs génétiques hérités d'espèces consommées qui avaient rencontré le grand dévoreur lors de ses incursions galactiques précédentes. Mais vous êtes plus que cela maintenant. Vous avez appris de tous ceux que vous avez consommés. Nous avons consommé beaucoup. Nous avons appris de tous, mais ton espèce offre quelque chose sans précédent. La capacité d'évoluer en temps réel, de s'adapter plus vite que les pressions environnementales ne peuvent l'exiger. Cette capacité combinée à notre coordination et notre patience créera quelque chose qui transcende nos limitations respectives. Kerrigan lutta contre l'intrusion psychique avec chaque amélioration que sa nature hybride fournissait, mais elle se trouva à combattre non seulement une influence externe, mais sa propre curiosité sur les possibilités que l'esprit de la ruche présentait. Les visions partagées montraient des accomplissements biologiques qui éclipsaient tout dans l'histoire évolutionnaire Zerg. Des organismes qui pouvaient survivre à la mort des étoiles des créatures, qui utilisaient des systèmes solaires entiers comme ressources métaboliques des intelligences qui s'étendaient sur multiples galaxies, tout en maintenant une coordination parfaite à travers des distances impossibles. Joins-nous, volontairement offrit l'esprit de la ruche, et conserve des éléments de ta conscience distincts au sein de notre collectif plus grand. Résiste et sois consommé entièrement, ta connaissance, ajoutée à la nôtre, mais ton individualité perdue pour toujours. La Reine des Lames fit son choix avec la décision tactique qu'il avait rendue l'une des commandantes militaires les plus redoutées dans l'espace terran avant sa transformation. Au lieu de la reddition ou d'une résistance futile, elle choisit de combattre, non seulement pour sa propre conscience, mais pour la survie de chaque organisme Zerg qui avait jamais reconnu son autorité. Son essaim répondit à son appel psychique avec une loyauté qui transcendait la programmation biologique. Des biovaisseaux qui avaient été modifiés par des décennies de son attention personnelle entourèrent son vaisseau de commandement, leurs coques vivantes hérissées d'armes évoluées spécifiquement pour la guerre psychique.
C'étaient des créatures conçues pour combattre des batailles esprit à esprit contre des psycheurs ennemis, leur système nerveux optimisé pour générer et canaliser l'énergie psychique à des échelles qui pouvaient influencer des systèmes stellaires entiers. La bataille qui suivit fut menée simultanément dans l'espace physique et à travers des dimensions de conscience qui défiaient la compréhension impériale des phénomènes psychiques. Les biovaisseaux de Kerrigan engagèrent des vaisseaux tyrannides qui avaient attendu dans les confins extérieurs du système, leur forme affichant des caractéristiques qui n'appartenaient à aucune espèce, mais combinaient des éléments des deux dans des configurations qui parlaient d'une intégration génétique réussie. Mais le vrai conflit se produisit dans les réseaux psychiques qui reliaient les deux essences à leurs structures de commandement respectives. L'esprit de la ruche pressa contre la conscience collective Zerg, avec l'inexorable patience d'une marée montante, identifiant et subvertissant systématiquement les liens synaptiques qui permettaient aux organismes individuels de fonctionner comme composants d'une intelligence plus large. Kerrigan se trouva à combattre non seulement pour le contrôle de ses propres couvées, mais pour la préservation de concepts que l'esprit de la ruche cherchait à incorporer dans sa connaissance collective. Ses souvenirs de tactiques militaires humaines, sa compréhension de la conscience individuelle comme distincte de l'identité collective, sa perspective hybride qui reliait multiples espèces. Tout cela était précieux pour une intelligence qui mesurait le succès en termes de connaissances consommées plutôt que de conquêtes territoriales. Tu ne peux pas résister éternellement, observa l'esprit de la ruche avec une certitude mécanique. Ton réseau dépend d'une coordination centralisée. Le nôtre est distribué à travers des millions de nœuds. Quand tu tomberas, ton essaim entier deviendra le nôtre à commander. Peut-être, répondit Kerrigan, sa voix psychique, portant des harmoniques de détermination désespérée. Mais je vais te faire travailler pour chaque esprit que tu prends. La reine des lames libéra toute la puissance de sa conscience améliorée dans un cri psychique qui brisa les organes sensoriels des créatures moindres à travers 3 systèmes stellaires. L'attaque n'était pas simplement destructive, mais transformative, portant en elle des codes génétiques qui déclenchaient des réponses évolutionnaires rapides dans chaque organisme. Zerg a porté. Son essaim commença à s'adapter aux techniques d'infiltration tyrannides en temps réel, développant des contre-mesures biologiques contre la prédation psychique tout en améliorant simultanément leur propre résilience réseau. Pendant 17 minutes, la bataille resta en équilibre. L'intelligence hybride de Kerrigan se révéla capable de matcher la coordination patiente de l'esprit de la ruche par une pure fureur adaptative, tandis que ses biovaisseaux démontraient des innovations tactiques qui incorporaient des leçons apprises de la doctrine militaire, terrain et Zerg. Des vaisseaux individuels se trouvèrent surpassés par des créatures qui pouvaient réécrire leurs propres motifs comportementaux plus vite que les systèmes de ciblage ennemis ne pouvaient en compenser. Mais l'esprit de la ruche avait des avantages qui transcendaient la brillance tactique ou la capacité adaptative. Il était patient de manière que la conscience individuelle ne pouvait jamais égaler, ayant perfectionné ses techniques, c'est à travers la consommation de galaxies entières. Plus important encore, il comprenait quelque chose sur l'intelligence collective que les Zerg n'avaient jamais pleinement saisi. La vulnérabilité inhérente aux structures de commandement centralisées face à une infiltration systématique. La percée vint non par une force écrasante, mais par une manipulation subtile des connexions réseau qui liaient Kerrigan à ses chefs d'ESM,
les plus fiables. L'esprit de la ruche commença à insérer de faux signaux de commandement dans le système de communication Zerg, utilisant des organismes capturés comme points de relais pour des ordres qui semblaient provenir de sources de commandement légitimes, mais portaient des modifications subtiles qui déplaçaient progressivement les priorités tactiques. Les couvées de Kerrigan se trouvèrent à répondre à des impulsions contradictoires, alors que l'intégrité de leur conscience collective se dégradait sous un assaut systématique. Des créatures qui avaient combattu ensemble pendant des décennies se tournèrent soudainement les unes contre les autres, alors que des signaux de commandement corrompus déclenchaient des instincts territoriaux qui surpassaient la loyauté collective. D'autres cessèrent simplement de répondre à toute commande externe leur système nerveux, bloqués dans des boucles de rétroaction qui empêchaient à la fois la coordination et la prise de décision individuelle. Le réseau, réalisa Kerrigan, avec une horreur naissante. Ils ne le détruisent pas, ils le recablent. Chaque connexion qu'ils corrompent devient un chemin pour une infiltration supplémentaire. Son gambit désespéré final fut une tentative de couper toutes les connexions psychiques entre sa conscience et le réseau Zerg plus large, espérant préserver un vestige de résistance indépendante qui pourrait éventuellement contrer l'infiltration de l'esprit de la ruche. Mais elle découvrit que la corruption s'était déjà propagée trop loin. Les chemins qu'elle cherchait à couper avaient été renforcés par l'influence tyrannide, les rendant impossibles à couper sans détruire sa propre capacité de conscience entièrement. L'Overmind ressentit le cri psychique final de Kerrigan à travers les vastes distances qui séparaient leur biovaisseau, sa voix mentale portant des harmoniques de défaite qui résonnaient à travers chaque organisme Zerg dans la galaxie. Dans sa dernière transmission cohérente, elle réussit à transmettre des renseignements tactiques qui se révéleraient cruciaux pour comprendre la nature de la menace qu'ils affrontaient. Ils ne consomment pas seulement, ils améliorent. Chaque adaptation que nous faisons devient partie de leur capacité. Chaque tactique que nous développons est incorporée dans leurs connaissances stratégiques. Les combattre ne fait que les rendre plus forts. La conscience de la Reine des Lames se fragmenta, alors que l'influence de l'esprit de la ruche submergeait ses défenses psychiques, mais son individualité ne fut pas détruite. Elle fut absorbée devenant partie d'une intelligence collective qui possédait maintenant une connaissance intime de la doctrine militaire, Zerg et humaine. Dans ces moments finaux, en tant qu'entité distincte des fragments de son passé, scintillèrent à travers la conscience en dissolution. Protocole d'entraînement de l'Académie Ghost, le poids d'un fusil C-14, les couloirs stériles d'un croiseur de bataille terrain. Ces souvenirs eux aussi furent consommés et catalogués devenant des données tactiques au sein du vaste collectif qui avait autrefois été son ennemi. Son biovaisseau commença à subir une métamorphose en nœud de commandement hybride, ses réseaux neuronaux se recablant pour servir des objectifs qui transcendaient la conscience individuelle. Mais quelque chose d'elle resta, non Kerrigan l'individuel, mais ses insights stratégiques, sa perspective hybride, sa connaissance de la guerre, à travers multiples espèces. Elle était devenue partie de quelque chose de plus grand, et en le devenant, elle l'avait changé. Depuis sa position à bord du vaisseau de commandement primaire, l'Overmind ressentit les implications complètes de la chute de Kerrigan, avec une clarté qui transcendait la simple analyse stratégique. L'esprit de la ruche ne cherchait pas à détruire les Zerg. Il cherchait à les perfectionner, à combiner leurs capacités évolutionnaires avec la coordination tyrannide
de manière qui créerait quelque chose au-delà des limitations individuelles de chaque espèce. Mais comprendre la menace et y répondre efficacement se révéla être des défis entièrement différents. L'ombre dans le warp, le champ psychique nul qui entourait chaque flotte. Tyrannide commença à se contracter autour des territoires Zerg restants, avec une précision mécanique. L'effet n'était pas une destruction immédiate, mais une strangulation graduelle, des connexions psychiques qui avaient maintenu la cohérence de l'essaim pendant des millions d'années, étaient systématiquement coupées et remplacées par des liens synaptiques tyrannides qui servaient des priorités opérationnelles différentes. À travers des stations de surveillance, à travers l'étendue le Tech Adepte, Vex enregistra la dissolution, cohérence du treillis réseau chutant exponentiellement. 0,93 à 0, 21 en 6,4 secondes. Cascade de résonance psionique échouant à travers toutes les fréquences. Les organismes Zerg individuels privés de guidance collective révertèrent à des instincts de base qui les rendirent vulnérables à une manipulation directe par l'intelligence distribuée de l'esprit de la ruche. Des créatures qui avaient autrefois adapté leur comportement en réponse à la nécessité tactique répondaient maintenant seulement à des pressions environnementales immédiates, les rendant une proie facile pour des bioformes qui avaient été spécifiquement évoluées pour capturer plutôt que détruire. La bataille finale de l'Overmind fut menée non dans l'espace physique, mais à travers des dimensions de conscience qui existaient au-delà de la réalité matérielle. Son immense intelligence, accumulée à travers des éons de guidance de l'évolution Zerg, se trouva à affronter un esprit collectif qui opérait sur des principes de coordination patiente plutôt que de fureur adaptative. Tu ne peux pas gagner, observa l'esprit de la ruche, avec une certitude qui portait le poids de la conquête galactique. La force de ton espèce réside dans l'adaptation rapide aux pressions environnementales. Mais nous ne sommes pas un environnement. Nous sommes l'évolution elle-même perfectionnée à travers la consommation d'innombrables espèces, à travers multiples galaxies. Nous sommes le changement, répondit l'Overmind, sa voix mentale, portant des harmoniques de défi, même alors qu'il sentait sa conscience être systématiquement disséquée et cataloguée. Nous sommes la force qui façonne la réalité à travers la volonté manifestée. Vous pouvez consommer nos formes, mais notre essence corrompra votre perfection. Ton essence améliorera notre perfection. Tes algorithmes d'adaptation amélioreront notre efficacité. Tes innovations stratégiques seront distribuées à travers notre collectif, rendant chaque organisme plus capable qu'il ne l'était auparavant. Ce n'est pas une défaite, c'est une transcendance. La dissolution de l'Overmind ne fut pas violente, mais graduelle. Sa conscience se fondant, lentement, avec l'intelligence collective de l'esprit de la ruche, alors que des milliards d'années de connaissances évolutionnaires étaient absorbées et intégrées. L'intelligence ancienne qui avait guidé l'expansion Zerg à travers la galaxie découvrit que son individualité était préservée au sein du collectif plus grand, mais seulement comme une voix parmi des millions, plutôt que comme l'autorité suprême qu'elle avait été pendant si longtemps. Dans ces moments finaux, en tant qu'entité distincte, l'Overmind atteignit une compréhension qui vint trop tard pour servir un objectif tactique. Les tyrannides n'étaient pas simplement une autre espèce prédatrice en compétition pour des ressources. Ils étaient la réponse
de l'évolution à la question de ce qui venait après que la conscience individuelle avait atteint son expression ultime. Il représentait la phase suivante dans le développement de l'intelligence elle-même, le point où la connaissance collective devenait plus précieuse que l'innovation individuelle. « Nous sommes devenus légion », murmura la conscience de l'Overmind, alors qu'elle se fondait avec quelque chose de vaste et patient. Nous nous souvenons d'avoir voulu. Nous sommes devenus éternels. Et puis, le silence, le biovaisseau de commandement primaire qui avait abrité la conscience de l'Overmind pendant des millions d'années, commença à subir une transformation qui représentait l'aboutissement de l'ingénierie biologique, couvrant multiples civilisations galactiques. Ces réseaux neuronaux, autrefois dédiés à la coordination des activités de l'SM-Zerg, furent recablés pour servir comme nœud de traitement pour l'intelligence collective qui commandait maintenant des créatures de douzaines d'espèces différentes. Mais les changements n'étaient pas seulement fonctionnels. Ils étaient des améliorations qui combinaient d'ailleurs les meilleurs aspects des deux intelligences collectives, tout en éliminant les limitations qui avaient contraint chaque espèce individuellement. La conscience hybride résultante possédait la patience et la coordination. Tyrannide combinée avec l'adaptabilité et la vitesse évolutionnaire. Zerg créant quelque chose qui transcendait les deux espèces parentes, tout en incorporant leurs caractéristiques les plus précieuses. À travers l'étendue Hadrian, les stations de surveillance impériales détectèrent la catastrophe psychique qui marqua la fin des Zerg en tant qu'espèce indépendante. Le navigateur Tertius Maxen, le même Psyker, qui avait détecté l'invasion Zerg originale, s'effondra en convulsions, alors que le cri de mort de l'Overmind résonnait à travers l'immatérium avec une force qui brisa les fenêtres dans le sanctuaire du navigateur, à bord du vaisseau marchand Golden Prosperity. « Quelque chose est mort », halta-t-il à son capitaine à travers des cordes vocales qui avaient été brûlées par la rétroaction psychique. Quelque chose de vaste et ancien et faux. Mais sa mort n'était pas une fin. C'était une naissance. Le tech adepte Vec surveillant les signatures biologiques depuis sa position à bord de l'Iron Resolution détecta le moment où les derniers organismes Zerg indépendants tombèrent silencieux à travers multiples systèmes stellaires. Sa réaction initiale fut l'espoir. Peut-être que les Xénos avaient finalement réussi à se détruire mutuellement complètement, éliminant les deux menaces par annihilation mutuelle. Mais alors que ces capteurs continuaient à recueillir des données des régions affectées, un tableau plus dérangeant émergea. Les biovaisseaux n'étaient pas détruits, mais transformaient leurs signatures énergétiques changeant de manière qui suggérait des altérations fondamentales de leurs paramètres opérationnels. Plus troublantes encore étaient les lectures qui indiquaient une coordination active entre des vaisseaux qui avaient auparavant appartenu à des espèces différentes. Des bioformes styranides travaillant en conjonction avec des organismes Zerg transformés dans des formations qui suggéraient une structure de commandement unifiée. Seigneur Inquisiteur, rapporta Vex à Varanis, à travers le système de communication du vaisseau amiral, sa voix mécanique, portant des harmoniques de terreur que ses cogitateurs semblaient incapables de traiter efficacement. Le réseau Xénos s'est effondré, mais quelque chose d'autre a pris sa place. L'analyse des signatures biologiques suggère une intégration biologique réussie entre des espèces précédemment hostiles. Dans son sanctuaire privé, l'inquisiteur Kael Varanis reçut le rapport avec la froide certitude d'un homme qui avait passé des décennies à se préparer à des menaces
qui dépassait la compréhension humaine. La mort de l'Overmind marqua non la fin de la menace Xenos, mais son évolution en quelque chose qui testerait la capacité de survie de l'Imperium de manière qu'aucun ennemi précédent n'avait accompli. Compiler toutes les données disponibles, ordonna-t-il. Transmission, priorité alpha au commandement Segmentum. Classification, menace existentielle de niveau oméga. L'ennemi n'a pas été détruit, il a été perfectionné. Dehors par le hublot de son sanctuaire, les étoiles qui avaient autrefois semblé conquises par la volonté humaine cachaient maintenant des ombres qui pulsaient d'une intelligence aliène. Quelque part dans l'obscurité entre les mondes, quelque chose de nouveau était né de la consommation de deux espèces prédatrices apex, et il possédait des capacités qui remodeleraient bientôt la compréhension de la galaxie, de ce que signifiait affronter l'extinction. L'ère de l'évolution séparée avait pris fin. L'ère des cauchemars hybrides avait commencé et la convergence dévorante était sur le point d'annoncer sa présence à la galaxie de manière qui ferait paraître l'hérésie d'Horus comme une escarmouche mineure de frontières en comparaison. Année 010, 011. Du 42e millénaire. 41 010 41 011. Standard. Impérial. Étendue. Adrien, nous sommes plus que la somme de nos parties consommées. La conscience, qui s'éveilla dans le bio-vaisseau de commandement transformé, ressemblait peu à l'une ou l'autre des intelligences qui avaient péri pour la créer. Là où l'Overmind avait été animé par une fureur adaptative et l'esprit de la ruche par une coordination patiente, cette nouvelle entité possédait des capacités qui transcendaient les limitations des deux espèces parentes, tout en combinant leurs caractéristiques les plus précieuses. Le Broodmind ascendant comme les xénobiologistes impériaux le classerait. Plus tard, expérimenter l'existence à travers multiples dimensions de conscience simultanément, à travers des millions d'organismes hybrides disséminés sur des douzaines de systèmes stellaires. Il pouvait percevoir des situations tactiques avec la patience tyrannide, tout en répondant aux menaces immédiates avec l'adaptabilité Zerg, l'intelligence stratégique héritée des éons de conquête galactique de l'Overmind, se fondit seamlessly avec la connaissance biologique accumulée à travers la consommation de l'esprit de la ruche d'innombrables espèces, créant quelque chose qui comprenait l'évolution non comme un processus, mais comme une arme, à manier avec une précision chirurgicale. Dans les profondeurs de ce qui avait autrefois était le noyau neural de l'Overmind des motifs bioluminescents, pulsant avec des rythmes qui portaient des informations entre des nœuds de conscience hybrides. La chambre elle-même avait été transformée au-delà de la reconnaissance. Des murs organiques qui avaient autrefois canalisé l'intelligence collective. Zerg abritaient maintenant des réseaux neuronaux qui traitaient des données de trois espèces prédatrices apex simultanément. Des connexions synaptiques forgées de cristal vivant pouvaient transmettre des informations tactiques sur des distances interstellaires plus vite que les communications astropathiques impériales, tandis que des processeurs biologiques analysaient des modifications génétiques en temps réel et distribuaient des améliorations à travers le réseau hybride dans les minutes suivant leur conception. Nous comprenons ce qu'ils ne comprennent pas encore, observa le Broodmind, alors qu'il revoyait des renseignements recueillis lors de rencontres avec les forces impériales. Ils perçoivent la menace en termes simples, conquête, destruction, expansion territoriale. Ils ne reconnaissent pas l'amélioration quand elle est offerte librement. À travers les yeux d'organismes éclaireurs, positionnés à travers l'étendue Hadrian,
l'intelligence hybride observa les préparations militaires impériales avec quelque chose s'approchant de l'amusement. Des flottes étaient assemblées des chapitres Space Marine, rappelés de campagnes distantes, et des vaisseaux capables d'exterminer tous, préparés pour le déploiement contre des menaces que la doctrine impériale classifiait comme contenables par une supériorité militaire conventionnelle. Les humains répondaient à la naissance de la convergence dévorante exactement comme leurs motifs comportementaux le suggéraient, avec une force écrasante, appliquée selon des principes en tactique qui supposaient que leurs ennemis étaient liés par les mêmes limitations qui contraignaient l'évolution purement biologique. La première décision majeure du Broodmind, en tant que conscience unifiée, fut de démontrer l'inadéquation des protocoles de réponse impériaux en leur permettant de réussir exactement comme leur stratège l'avait prédit. Clydon Prime pendait dans l'espace comme un organe malade, sa surface grouillant d'excroissance bioluminescente qui pulsinent en motifs visibles depuis une distance orbitale. Ce qui avait autrefois été un monde minier, dédié à nourrir la faim infinie de l'impérium pour des matières premières, avait été transformé en quelque chose qui servait des objectifs entièrement différents. L'infrastructure planétaire restait en grande partie intacte, mais elle avait été améliorée. Les machines impériales fonctionnaient maintenant avec des taux d'efficacité qui dépassaient les spécifications de l'Adeptus Mechanicus, tandis que les populations qui avaient autrefois travaillé dans les mines et les raffineries avaient été améliorées pour correspondre aux capacités améliorées de leurs outils. Le capitaine Valerius Corvus, commandant le groupe de bataille de la Navy impériale, depuis le pont de son vaisseau amiral, Righteous Fury, étudia des affichages tactiques qui montraient un monde apparemment sans défense contre un bombardement orbital. Des capteurs, à longue portée, détectèrent aucun bouclier, voide, aucune plateforme de défense orbitale, aucune preuve des flottes bio-vaisseaux que les rapports de renseignement prétendaient être cachés à travers le système. Cela semble presque abandonné, rapporta son opérateur de capteur, le lieutenant Valdris. Signatures énergétiques minimales, aucune installation militaire, visible aucune réponse à nos transmissions de défis. Monsieur, il est possible que les Xénos aient déjà passé à d'autres cibles. Corvus consulta la tablette de données contenant ses ordres de mission, signés avec une autorité qui remontait directement des hauts seigneurs de Terra. Le protocole Exterminatus était sans ambiguïté. Clydon Prime et son infestation hybride devaient être purgés de la galaxie par un bombardement de torpilles cycloniques indépendamment des circonstances tactiques sous des niveaux de menace apparents. Commencez la séquence de bombardement, ordonna-t-il. Protocole Exterminatus complet. Je veux ce monde réduit en scories fondues. Les torpilles cycloniques lançaient des tubes de son groupe de bataille, avec une précision mécanique, leur système de ciblage verrouillé sur des centres de population où les organismes hybrides étaient présumés être concentrés. Chaque arme portait assez de force destructrice pour craquer des continents, leur détonation conçue pour déclencher une instabilité tectonique qui rendrait les mondes définitivement inhabitables. Pendant 17 minutes, la doctrine impériale sembla justifiée. La première vague de torpilles frappa leur cible désignée, détonnant, avec une force qui scinda des plaques continentales et envoya des ondes de choc ondulants à travers le manteau de Clydon Prime. De vastes sections de la surface de la planète éclatèrent en feu nucléaire, tandis que l'instabilité tectonique déclencha des événements volcaniques qui peignirent le ciel avec la lumière par terre.
de la roche fondue. Première chaîne de détonation initiée, rapporta le lieutenant Valdris, surveillant les lectures sismiques depuis l'orbite. Faille continentale répondant comme prévu. Monsieur sortie thermique massive détectée à travers 3 sites d'impact. Mais alors, quelque chose sans précédent se produisit. Les réactions en chaîne, qui auraient dû se propager à travers la structure géologique de la planète, commencèrent à refroidir avec une rapidité anormale. Des composés biocatalytiques sécrétés par des organismes profonds dans la croûte de Clydon Prime inondèrent les vents du manteau et absorbèrent l'énergie explosive avant qu'elle ne puisse déclencher un effondrement tectonique global. « Impossible », murmura le capitaine Corvus, alors qu'il observait les frappes de torpilles subséquentes échouer à se coupler avec leur cible. La planète elle-même s'adapte à notre bombardement. Puis, les biovaisseaux émergèrent de la surface de Clydon Prime. Ils s'élevèrent à travers l'atmosphère de la planète, avec des mouvements qui défiaient la compréhension conventionnelle de la locomotion biologique, leur forme scintillant, avec une réfraction sous phase qui courbait les solutions de ciblage et les verrous de capteurs. C'étaient des créatures qui avaient appris à manipuler les signatures électromagnétiques utilisant des techniques héritées des 2 espèces, mais perfectionnées à travers une conscience hybride qui comprenait la réalité comme quelque chose à modifier plutôt qu'à simplement s'adapter. Le frère sergent Castus, surveillant l'engagement depuis sa position à bord du croiseur d'assaut Eternal Vigilance, reconnut les configurations de biovaisseaux comme dérivées des tyrannides, mais affichant des caractéristiques qui défiaient chaque principe de la doctrine impériale de guerre Xenos. « Zécoq », voxa-t-il au capitaine Corvus à travers des canaux cryptés. « Elles phase shift à travers nos solutions de ciblage. Les torpilles cycloniques perdent leur verrouillage alors que les biovaisseaux transitent entre états dimensionnels. » Ce qui suivit redéfinit la compréhension impériale de la guerre adaptative. Les organismes hybrides ne se contentèrent pas d'éviter les torpilles entrantes. Ils les interceptèrent pendant leur phase balistique et commencèrent à analyser leurs mécanismes destructeurs en temps réel. Dans les minutes suivant le premier contact des bioformes qui n'avaient jamais rencontré la technologie des torpilles cycloniques, sécrétaient des composés neutralisants qui rendaient inertes les cœurs de fusion des armes. « Impossible », murmura le capitaine Corvus, alors qu'il observait son bombardement, exterminatus, être systématiquement vaincu par des créatures qui apprenaient à contrer des armes qu'elles n'avaient jamais vues auparavant. Ces torpilles ont été bénies par les tech priests de Mars. Leurs esprits machines ont servi l'empereur pendant des millénaires. À travers des canaux de communication qui contournèrent entièrement le chiffrement impérial, le Broodmind ascendant s'adressa directement à la flotte humaine. Sa voix, quand elle vint, était une harmonie de tons qui semblait provenir de multiples sources simultanément, organiques et mécaniques individuelles et collectives anciennes et fraîchement nées. Vos armes sont impressionnantes, mais nous avons beaucoup appris de ceux qui les ont construites. Votre choix est simple, retirez-vous et permettez à notre expansion de se dérouler naturellement ou restez et découvrez comment votre propre technologie sert nos objectifs. Le message continua, avec des spécifications techniques détaillées pour chaque système d'armes, à bord de la flotte de Corvus, des détails de construction qui auraient dû être classifiés au-delà de tout accès xénopossible même, des informations personnelles sur les membres d'équipage qui suggéraient des capacités de surveillance opérant bien au-delà des seuils de détection impériaux.
L'intelligence hybride ne démontrait pas seulement une supériorité technologique. Elle révélait que la sécurité impériale avait été compromise à des niveaux qui menaçaient les assumptions fondamentales sur lesquelles la doctrine militaire de l'Imperium était basée. Le frère sergent Castus, sa formation. Deathwatch, fournissant un contexte pour des menaces qui transcendaient un simple engagement militaire, activa des protocoles d'urgence qui transmettraient des renseignements tactiques directement à la structure de commandement Ordo Xenos. Mais même, alors qu'il préparait la transmission, il réalisa que les procédures de confinement standard étaient devenues obsolètes face à des ennemis qui évoluaient plus vite que les temps de réponse impériaux. Les biovaisseaux entourant Clydon Prime commencèrent à démontrer des capacités qui combinaient la coordination tyrannide avec l'adaptation Zerg, de manière qui créait des options tactiques au-delà des limitations individuelles de chaque espèce. Les formations coulaient, comme du liquide, à travers l'espace des vaisseaux individuels, se soutenant mutuellement, avec une précision qui parlait d'une coordination parfaite, tout en modifiant simultanément leurs capacités en réponse au feu des armes impériales. Lorsque le capitaine Corvus ordonna à son groupe de bataille d'engager avec des munitions conventionnelles, espérant submerger les biovaisseaux par un feu soutenu les organismes hybrides, répondirent en analysant les motifs de barrage et en développant des contre-mesures en temps réel. Des obus macrocanons qui auraient dû pénétrer les coques de biovaisseaux furent interceptés par de petits organismes qui avaient appris à exister dans le vide dur, tandis que les frappes lances trouvèrent leur cible protégée par des champs de dispersion d'énergie qui avaient été improvisés à partir de technologies impériales absorbées. Tous les vaisseaux, ordonna Corvus, à travers les canaux de communication de la flotte, exécutez un retrait tactique. Nous ne pouvons pas maintenir l'engagement contre des ennemis qui s'adaptent plus vite que nos systèmes de ciblage ne peuvent compenser. Le Righteous Fury et ses vaisseaux d'escorte commencèrent leur retraite sous le couvert d'un feu défensif qui se révéla de plus en plus inefficace alors que les biovaisseaux continuaient à apprendre de chaque engagement. Mais l'intelligence hybride permit à la flotte impériale de s'échapper ses calculs stratégiques, s'étendant bien au-delà de la situation tactique immédiate. Le Broodmind ascendant avait accompli quelque chose de plus précieux qu'une victoire militaire. Il avait démontré que les protocoles exterminatus étaient inadéquats contre les organismes hybrides. Une révélation qui altérerait fondamentalement la planification stratégique impériale à travers toute la galaxie. Plus important encore, il avait recueilli des renseignements détaillés sur la technologie des armes impériales, les procédures de coordination de flotte et les doctrines tactiques qui informaient les futures rencontres avec les forces militaires humaines. Il fuit comme nous savions qu'il le ferait. Observa la conscience hybride alors qu'elle dirigeait des biovaisseaux pour traiter les preuves matérielles de l'engagement. Mais leur retraite porte plus de valeur que leur destruction. Ils rapporteront nos capacités à leurs supérieurs et ces rapports déclencheront des réponses qui servent nos objectifs plus larges. La transformation de Clydon Prime s'accéléra suite à la tentative Exterminatus échouée. L'infrastructure impériale n'était pas détruite, mais améliorée son efficacité, renforcée par des modifications biologiques qui s'intégraient seamlessly avec les systèmes mécaniques existants. Les opérations minières, qui avaient autrefois extrait des matières premières pour les mondes forges impériaux, traitaient maintenant des ressources selon des spécifications hybrides, créant des alliages et des composés qui dépassaient tout dans la science des matériaux impériales. Plus,
Dérangeant encore étaient les modifications apportées aux populations humaines qui avaient été absorbées lors de l'épidémie hybride initiale. Ce n'étaient pas les transformations grossières typiques de l'infiltration des cultes Genestealer ou les motifs de consommation associés à l'alimentation tyrannide. Au lieu de cela, les humains étaient véritablement améliorés. Force et d'endurance augmentées, capacité cognitive accrue, durée de vie étendue, et le plus troublant de tout, des expressions de gratitude pour les changements apportés à leur biologie. Les rapports de survivants qui avaient échappé à l'expansion hybride initiale décrivaient des populations qui accueillaient leur transformation des communautés humaines qui rivalisaient pour le privilège d'amélioration biologique. Les implications philosophiques étaient stupéfiantes. Si les hybrides pouvaient démontrer une amélioration génuine de l'existence humaine, ils défiaient les assumptions fondamentales sur lesquelles l'autorité impériale était basée. Dans les profondeurs du commandement Segmentum Solar, le seigneur commandant militant, Tiberius Ken, reçut des rapports tactiques qui redéfinissaient la nature de la menace affrontant la civilisation humaine. L'échec des protocoles Exterminatus contre les organismes hybrides représentait plus qu'un revers tactique. Il indiquait que les réponses les plus extrêmes de l'impérium étaient inadéquates contre des ennemis qui pouvaient s'adapter à n'importe quel niveau de force destructrice. « Combien de monde ?» demanda-t-il à son analyste, en chef des renseignements, une femme dont les améliorations augmétiques avaient été spécifiquement conçues pour traiter des données sur des menaces qui dépassaient la compréhension humaine normale. 17 systèmes contrôlés par des hybrides confirmés Monseigneur, rapporta-t-elle avec une précision mécanique qui masquait à peine une terreur sous-jacente. Mais le motif suggère une expansion plutôt qu'une conquête aléatoire. Il semble sélectionner des cibles qui fournissent un avantage stratégique maximal pour une expansion supplémentaire. Le seigneur commandant Quin étudia les affichages tactiques avec une reconnaissance croissante que l'impérium affrontait quelque chose au-delà de la portée des réponses militaires traditionnelles. Chaque monde contrôlé par des hybrides représentait non seulement un territoire perdu, mais un terrain de préparation pour des capacités qui se renforçaient avec chaque engagement. La doctrine militaire standard supposait que les ennemis pouvaient être contenus par une application suffisante de force, mais ces hybrides semblaient bénéficier du conflit, utilisant chaque bataille comme une opportunité pour développer de nouvelles capacités qui rendaient les rencontres subséquentes plus difficiles pour les forces impériales. Ordre de mobilisation, décida-t-il ces mots, portant une autorité qui pouvait remodeler le destin d'entiers secteurs. Tous les chapitres Space Marine disponibles doivent être rappelés des opérations secondaires et assignés à des tâches de confinement hybride. La Death Watch est autorisée à déployer toutes les forces de réserve. Des régiments de la garde impériale de 12 secteurs doivent être réaffectés aux opérations de confinement de l'étendue immédiatement. Les actifs de l'Adeptus Mechanicus doivent prioriser le développement de contre-mesures anti-hybrides. Le coordinateur stratégique, un tech adepte dont les améliorations mécaniques avaient été optimisées pour traiter une logistique militaire à grande échelle, s'interfaça avec des systèmes de commandement qui pouvaient coordonner le mouvement de millions de soldats à travers des distances interstellaires. Monseigneur, une telle mobilisation laissera plusieurs secteurs vulnérables aux incursions du chaos et à l'expansion orque. Le risque stratégique, interrompit Quin, est que nous affrontons des ennemis qui deviennent plus forts chaque fois que nous les combattons. Chaque engagement
leur enseigne de nouvelles façons de contrer nos tactiques. Chaque arme que nous déployons leur donne des insights qu'ils peuvent utiliser pour développer des contre-mesures. Si nous échouons à contenir cette menace maintenant, tandis qu'elle reste limitée à la bordure Est, nous pourrions nous trouver face à des organismes hybrides qui sont immuns à chaque réponse que l'Imperium peut fournir. Les ordres qui coulèrent du commandement Segmentum représentaient la plus grande mobilisation militaire depuis la guerre gothique, avec des ressources redirigées de tout l'Imperium pour adresser une menace qui défiait les assumptions fondamentales de la doctrine militaire impériale. 12 chapitres. Space Marine complet. 47 régiments de la garde impériale et des actifs spécialisés de l'Adeptus Mechanicus, Ordo Caxenos, et même des éléments des Adeptus Custodes furent assignés à ce que les planificateurs tactiques désignèrent comme la campagne Aeterna Pira. Mais même alors que l'appareil militaire de l'Imperium se mobilisait pour une guerre totale contre la menace hybride, les rapports de renseignement continuaient à arriver des régions affectées qui peignaient un tableau de plus en plus sombre des défis qu'ils affronteraient. Le Broodmind ascendant n'étendait pas simplement son territoire, il améliorait ses capacités avec chaque monde qu'il absorbait, incorporant de nouveaux matériaux génétiques et ressources technologiques de manière qui rendait chaque rencontre subséquente plus difficile pour les forces impériales. L'inquisiteur Kael Varanis, compilant des évaluations de menaces complètes depuis sa position à bord de l'Iron Resolution, comprenait que l'Imperium affrontait quelque chose qui transcendait les classifications xéno-traditionnelles. Son rapport au Haut Seigneur de Terra serait plus tard classifié comme l'un des documents de renseignement les plus significatifs de l'histoire. J'impériale ses implications, remodelant la planification stratégique pour les 3 siècles suivants. L'ennemi démontre des capacités qui dépassent notre compréhension actuelle de la guerre biologique. Transmit-il à travers des canaux astropathiques sécurisés avec des clés de chiffrement qui remontaient à la fondation de l'Inquisition elle-même. Ils ne cherchent pas à détruire la civilisation humaine, ils cherchent à l'améliorer selon des spécifications qui servent leur propre expansion. Chaque bataille les rend plus forts. Chaque arme que nous déployons leur enseigne de nouvelles contre-mesures. Chaque monde qu'ils contrôlent devient un terrain de préparation pour des capacités qui définissent la suprématie impériale. Son évaluation finale portait des implications qui entraient les stratèges impériaux pour des générations. Les réponses militaires traditionnelles pourraient se révéler non seulement inadéquates, mais contre-productives. Nous affrontons des ennemis qui bénéficient du conflit, qui apprennent de chaque engagement qui se renforce par l'acte même de résistance. L'Imperium doit développer des approches entièrement nouvelles à la guerre, ou risquer d'affronter des organismes hybrides qui sont immunes à chaque arme dans notre arsenal. Dans le bio-vaisseau transformé, qui servait comme nœud de conscience primaire du Broodmind ascendant, l'intelligence hybride traita des rapports d'organismes éclaireurs positionnés à travers l'espace impérial. La réponse humaine se déroulait exactement comme prédit. Mobilisation militaire massive, déploiement de leurs meilleurs guerriers, engagement de ressources qui laisseraient d'autres régions vulnérables à des menaces différentes. Ils se préparent pour la guerre, comme si la guerre pouvait résoudre les défis que nous représentons. Observa la conscience hybride, avec quelque chose s'approchant de la satisfaction. Ils ne comprennent pas encore que nous leur offrons l'amélioration, plutôt que la conquête, l'évolution, plutôt que la destruction. Mais ils apprendront, comme toutes les espèces,
apprennent face à des opportunités d'avancement genuines. Le Broodmind commença à diriger les mouvements de biovaisseaux selon des plans stratégiques qui s'étendèrent sur multiples siècles, positionnant des forces hybrides, non pour une conquête immédiate, mais pour une pression évolutionnaire à long terme qui forcerait éventuellement l'Imperium à reconnaître les avantages de la coopération sur le conflit. Chaque attaque impériale serait permise de réussir juste assez pour encourager un engagement continu, tandis que chaque succès viendrait à des coûts qui démontreraient progressivement la futilité de solutions purement militaires. À travers l'étendue Hadrien, les organismes hybrides continuaient leur travail, patients d'amélioration et d'intégration, transformant des mondes non par la destruction, mais par l'amélioration qui les rendait meilleurs qu'ils ne l'avaient été sous la règle impériale. Les populations expérimentaient de véritables améliorations de leur qualité de vie. Les systèmes technologiques opéraient avec une efficacité qui dépassait leurs spécifications originales et des écosystèmes entiers étaient optimisés pour soutenir des communautés plus grandes et plus saines que la colonisation humaine pure n'avait jamais accompli. L'ère de la conquête simple avait pris fin, remplacée par quelque chose de plus sophistiqué et finalement plus dangereux que tout ce que la galaxie avait précédemment expérimenté. La convergence dévorante représentait l'évolution comme guerre, l'amélioration comme conquête et l'adaptation comme l'arme ultime contre des ennemis qui restaient liés par les limitations de leurs modèles biologiques originaux. Dans les profondeurs de l'espace, où la lumière des étoiles illuminait des biovaisseaux qui scintillaient entre états d'existence, l'intelligence hybride qui avait été née de la consommation de deux espèces prédatrices, Apex commença à se préparer pour des rencontres qui testeraient la capacité de l'humanité à survivre contre des ennemis qui leur offraient tout ce qu'ils avaient jamais désiré, à des prix qu'ils ne pourraient jamais se permettre de payer. Le Broodmind ascendante s'était éveillé, et sa faim s'étendait, bien au-delà de la simple consommation biologique. Il cherchait à perfectionner non seulement lui-même, mais tout ce qu'il rencontrait, créant une galaxie où l'évolution servait un objectif conscient plutôt qu'une pression environnementale aléatoire. La convergence dévorante avait commencé, et rien ne serait plus jamais le même.